Rosina, c'est la plus grande favela de Rio. Aujourd'hui encore, elle est presque entièrement contrôlée par les trafiquants de drogue et aussi fou que ça puisse paraître, il est possible d'aller la visiter en respectant certaines règles bien spécifiques. On nous a dit vraiment, n'ayez pas peur, vous allez voir sûrement des gens qui vont vendre de la drogue, vous allez voir des gens avec des armes, et vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème en soi. Donc préparez-vous, car on vous emmène vivre avec nous une des journées les plus marquantes de notre voyage. J'ai dû arrêter de filmer là après le petit truc des motards, parce qu'en fait c'était des mecs un peu qui représentaient quelqu'un pour une élection, et ça a un peu failli partir en couille. Il y en a qui étaient pas contents apparemment. Avant que la vidéo commence, je précise qu'on est allé visiter cette favela avec une guide locale qui vit en plein cœur de la favela. Et donc ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est à la fois très proche de la réalité parce que toutes les anecdotes que vous allez entendre, elles viennent directement de cette personne qui vit dans la favela. Mais en même temps, comme la favela de Rosina, elle est contrôlée par un trafiquant de drogue très dangereux, je pense qu'il y a certains moments où elle a un petit peu arrondi les angles et vous allez voir que parfois dans son discours, on a un peu l'impression que les trafiquants de drogue, c'est plutôt des gens bien, alors que la police et le gouvernement, ils sont tous corrompus. Bon, les nouvelles journées à Rio. Aujourd'hui, c'est direction une favela, sachant que dans Rio, en fait, il y a deux types de favelas. Alors pour être plus précis, on va plutôt dire qu'il y a trois types de favelas à Rio. Les favelas pacifiées, comme celle de Vidigal, qui se trouve juste à côté de Rosina, dans laquelle vous pouvez aller vous balader sans guide, comme dans la plupart des quartiers de Rio. Les favelas semi-pacifiées, comme celle de Rosina, dans laquelle les touristes sont autorisés à entrer, mais où il est fortement recommandé de prendre un guide, car il y a certains endroits qui peuvent être dangereux, et pour ne pas avoir de problème, il faut respecter certaines règles. Et pour finir, les favelas non pacifiées, dans lesquelles les touristes ne sont pas autorisés, car beaucoup trop dangereux. Donc nous, on va aller dans la favela semi-pacifiée de Rosina. Et notre guide nous a donné rendez-vous au pied de la favela, à la sortie du métro. Et on a été mis directement dans l'ambiance. Car à peine l'avoir retrouvé, on a dû prendre des mototaxis pour aller tout en haut de la favela. Bon, on vient d'arriver, j'ai pas pu trop filmer quand on était dans les motos. C'était assez impressionnant parce que ça montait ultra raide par moment. Donc impossible de filmer, j'étais obligé de me tenir. On voit que c'est quand même un autre monde, les favelas. Et du coup, elle nous a expliqué, la guide, on va pouvoir filmer un petit peu. Donc là, par exemple, je suis dans un endroit où on a le point de vue de Rio derrière nous, on peut filmer. Après, elle a dit, il y a certains endroits, je vous dirais de ranger toutes les caméras et tout, parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Et elle nous a dit, c'était assez marrant, elle nous a dit vraiment, n'ayez pas peur, vous allez voir sûrement des gens qui vont vendre de la drogue, vous allez voir des gens avec des armes, et vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème en soi. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand notre guide, elle nous dit qu'on va voir des gens avec des armes, c'est pas une blague. Et quand on parle d'armes, on parle pas simplement d'un petit pistolet à la ceinture. Non, on parle vraiment d'armes de guerre comme des fusils d'assaut. Car même si actuellement la favela elle appartient au groupe Red Command, à tout moment une autre organisation criminelle pourrait venir pour essayer de s'en emparer. Pour résumer un peu le fonctionnement de cette favela, on a la route principale qu'on a pris avec les mototaxis dans laquelle vous pourriez vous balader seul et où on peut même voir des policiers. Et ensuite, il y a des milliers de petites rues dans le bidonville qui ne sont bien sûr pas visibles sur les cartes et qui sont sous le contrôle des trafiquants. Et dans toutes ces petites ruelles, qui doivent représenter peut-être 95% de la surface totale de la favela, la police n'a pas le droit d'y aller et c'est là qu'on risque de voir des gens armés. Donc nous, à ce moment-là, dans notre tête, on sait que techniquement, il n'y a pas de danger parce que on est accompagné d'une guide et surtout, en fait, le chef de la favela, c'est lui qui autorise les touristes à venir la visiter justement pour redonner une bonne image à la favela. Donc c'est formellement interdit à tous les trafiquants de drogue qu'on pourrait croiser dans la rue de s'en prendre à un touriste. Mais d'un autre côté, on sait aussi que si jamais il y a une embrouille entre deux trafiquants de drogue par exemple et qui commencent à se battre ou à se tirer dessus, la police elle n'interviendra pas et donc nous, il n'y a personne qui viendra nous aider. Et là, elle disait que ce quartier-là, c'est un des plus riches de Rio. Donc c'est assez fou de se dire que en fait, cette favela, elle est entourée de deux des quartiers les plus riches de Rio. On a ensuite commencé à descendre dans la favela, mais avant d'aller visiter les petites ruelles, notre guide nous a emmenés dans une association pour assister à un spectacle de capoeira réalisé par des enfants afin de nous montrer qu'au sein de la favela, il y avait des activités culturelles et nous a même expliqué que le chef de la favela soutenait financièrement ce genre d'initiative pour éviter que les enfants tombent dans la drogue. Donc là, bien sûr, information à prendre avec des pincettes. Et ce monsieur-là, c'est le président de l'association
qui à la fin du spectacle, et pour finir sur une note disons humoristique, s'est mis à menacer une femme dans le public en lui disant que si elle ne le suppliait pas de ne pas la tuer, il lui lancerait son couteau. Maintenant, je vais vous parler un peu de la vie dans la favela. Déjà, il faut savoir que la favela Rosina, elle n'a pas toujours été aussi grande. Au début, c'était principalement des personnes qui n'avaient pas assez d'argent pour vivre dans Rio, qui sont venus construire ce bidonville illégalement avec ce qu'ils avaient sous la main sur le flanc de la montagne, parce que c'était une des rares zones de Rio qui n'était pas encore construite. Donc ça veut dire que vivre dans Rosina, en plus des problèmes de violence liés à la drogue, c'est aussi très dangereux parce que le jour où il y aura un glissement de terrain ou une partie de la montagne va se détacher, les personnes qui vivent en dessous, elles auront quand même assez peu de chances de survivre. Ensuite, j'ai demandé à notre guide si n'importe qui avait le droit de vivre dans cette favela. Et si oui, combien ça coûtait. Donc elle nous a expliqué que techniquement oui, n'importe qui a le droit de venir vivre dans cette favela, il suffit juste de payer un loyer. Le loyer qui, comme en France, varie en fonction de la surface et surtout de l'emplacement. En gros, plus vous êtes en bas de la favela et proche du métro et des commodités, plus c'est cher. Et plus vous êtes dans les hauteurs de la favela, moins c'est cher. Mais aussi, plus c'est compliqué de vous rendre dans votre logement parce que, évidemment, dans toutes les petites ruelles, il n'y a pas de bus qui circulent. Et il ne faut pas oublier que la favela, elle est construite vraiment sur le flanc d'une montagne, donc ça monte vraiment à pic à certains endroits. Alors elle nous a pas dit pour quelle surface exactement, mais pour vivre dans la favela, il faut payer entre 50 et 150 € par mois. Par contre, bien sûr, il faut garder en tête que ça reste un bidonville et il y a certaines habitations qui ont ni l'eau ni l'électricité. D'ailleurs, dans cette favela, les habitants ne payent ni pour l'eau ni pour l'électricité, il n'y a pas de compteur et en réalité, le gouvernement, il ne sait pas exactement combien de personnes vivent dans la favela. De mémoire, il me semble que notre guide nous avait dit 800 000, j'ai ce chiffre de quasiment 1 million, ça m'avait paru énorme, là où le gouvernement dit qu'il y en a à peu près 200 000. Donc c'est vraiment énormément de personnes dans un si petit espace. Mais du coup, ça veut dire que si tu veux relier ton habitation que tu viens de construire à l'électricité, c'est à toi d'aller tirer un fil électrique jusqu'au poteau électrique. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines ruelles, on peut voir des centaines de câbles électriques agglomérés les uns sur les autres. Donc autant vous dire que les risques incendies doivent être quand même assez importants. Ensuite, comme nous l'a expliqué notre guide au début, cette favela, elle est dirigée par un chef de gang. Alors ça, on va en reparler juste après. Mais du coup, moi, je lui ai demandé si les loyers que payaient les habitants de la favela, est-ce qu'ils allaient directement dans la poche du chef de gang? Et donc ça, elle m'a dit non. Les loyers vont bien aux propriétaires de la maison. Par contre, pour tous les mototaxis et certains des commerçants de la favela, eux, ils sont obligés de payer une taxe au chef du gang pour avoir le droit de faire du commerce à l'intérieur de la favela. Et lui, le chef de Rosina, d'après ce que nous a dit notre guide, il paye une taxe à la police pour pas qu'il rentre dans les petites ruelles et du coup qu'il puisse faire son trafic de drogue tranquillement. D'ailleurs, en réalité, notre guide nous disait que les policiers qu'on peut parfois apercevoir sur la rue principale, en réalité, ils n'ont rien le droit de faire dans la favela. Ils sont juste là pour faire acte de présence et faire croire au monde que la favela, elle est contrôlée par le gouvernement brésilien. On a ensuite continué notre descente dans la favela et d'un coup, on n'a pas trop compris pourquoi sur le moment, mais il y a un groupe de motards qui s'est mis à klaxonner et faire beaucoup de bruit et apparemment, la personne avec le chapeau n'était pas très contente. J'ai dû arrêter de filmer là après le petit truc des motards parce qu'en fait c'était des mecs un peu qui représentaient quelqu'un pour une élection et ça a un peu failli partir en couille. Il y en a qui étaient pas contents apparemment. Donc là on continue à marcher dans la favelas et on s'enfonce, je sais pas où on va aller maintenant, mais c'est quand même une sacrée expérience. Et à partir de là, malheureusement, j'ai plus le droit de filmer. Mais en gros, pour vous décrire un peu ce qu'on a vu, c'était pas du tout à quoi on s'attendait. En fait, c'était vraiment des rues normales. Il y avait des gens qui marchaient, il y avait des enfants, il y avait des marchands qui avaient leurs petits stands de fruits et légumes. Et parfois, à côté de tout ça, il y avait un trafiquant de drogue avec sur son étalage plein de drogues qui vendait aux yeux de tout le monde. Et surtout, ce qui était très impressionnant, c'était que les mecs, ils étaient par exemple assis comme ça tranquillement avec leur petit étalage de drogue devant et entre les jambes ils avaient un énorme fusil d'assaut. Enfin, moi j'avais jamais vu une arme aussi grande, donc c'était vraiment des armes de guerre qu'ils avaient. J'en avais repéré un autre moi aussi qui gardait l'entrée d'une petite ruelle, même chose avec une énorme arme de guerre dans les mains. Et lui, j'imagine qu'il gardait peut-être cette ruelle parce que il menait à l'habitation d'une personne un peu haut placée dans l'organisation. Mais sinon, ouais, c'était assez fou comme ambiance parce que c'était vraiment des rues basiques comme on peut retrouver à Lyon ou à Paris.
Sauf que il y avait des gens qui se baladaient avec des énormes armes de guerre et qui vendaient de la drogue aux yeux de tous. D'ailleurs, notre guide, elle nous avait interdit d'aller parler aux trafiquants, sauf si c'est eux qui venaient nous voir d'abord. Mais aucun trafiquant est venu nous parler. Encore une fois, je pense qu'ils veulent pas vraiment avoir d'interaction avec les touristes pour pas risquer d'avoir de problème. Elle nous a ensuite emmenés dans une petite place où il y avait une peinture du chef de la favela de dos. Alors encore une fois, je suis désolé, j'ai pas d'image. On était toujours dans des zones où on n'avait pas le droit de filmer. Mais en fait, elle nous a expliqué qu'au sein de la favela, il n'y a pas le droit d'avoir des photos du chef ou de personnes haut placées dans l'organisation pour éviter qu'il soit trop reconnaissable par ses potentiels ennemis. Alors ce chef en question, qui fait partie de l'organisation des Red Command, en réalité aujourd'hui, il est en prison et il gère la favela depuis la prison. Et notre guide, elle nous a bien dit que toute la drogue qui pourrait rentrer ou sortir de la favela, ou s'il y a un ordre de tuer quelqu'un dans la favela, cet ordre, il viendra forcément de ce chef-là. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce chef, il n'a pas toujours été le chef de Rosina. Avant, c'était une autre organisation qui dirigeait la favela. Sauf que dans les années 2010, en fait, il a caché plein d'armes dans la favela et dans les forêts qui entouraient la favela. Et un jour, en fait, il a surpris tout le monde parce qu'il est venu avec plein d'hommes qu'il avait recrutés. Ils ont récupéré toutes les armes qu'il avait cachées et il a pris d'assaut la favela. Alors c'est à ce moment-là que l'armée brésilienne a dû intervenir parce que dans la favela, c'était en train de se transformer en énorme bain de sang. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue, qui vivent dans la favela. Donc l'armée brésilienne a intervenu, mais au final, il en est quand même sorti gagnant et il a pris le contrôle de la favela. Et après, notre guide, elle nous a expliqué, mais là, c'est difficile de savoir ce qui est vrai ou non. Mais en fait, en faisant ça, ce chef, il s'est fait énormément d'ennemis, en plus de la police qu'il recherchait. Et du coup, il aurait signé un accord avec la police pour qu'il soit arrêté et mis en prison pour en fait sa propre sécurité. Et comme ça, il peut continuer à contrôler la favela directement depuis la prison. Et la raison pour laquelle le gouvernement aurait accepté cet arrangement, c'est parce que en fait, si ce chef était amené à être tué, le gouvernement brésilien, il avait trop peur que ça se transforme en un nouveau bain de sang où il y aurait plein d'organisations criminelles qui viendraient essayer de prendre le contrôle de la favela de Rosina, qui pour rappel est la plus grande favela de Rio. Donc attention, tout ce que je viens de vous raconter là, c'est la guide qui nous l'a expliqué, mais je ne peux pas garantir à 100% que tout est vrai. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet assez difficile à traiter, parce que dans certains articles qu'on peut trouver sur internet, quand on lit des choses sur la favela de Rosina, on a l'impression que les trafiquants de drogue ne sont plus du tout présents dans la favela et que le gouvernement en a repris le contrôle total. Mais nous, en ayant passé 1 heure dans la favela, on a vu des gens armés, de la drogue, enfin on a bien compris que non, la favela elle est toujours bien contrôlée par les trafiquants. Et d'ailleurs, pour finir sur cette histoire de reconnaître le chef de la favela ou les personnes un peu haut placées, moi j'ai demandé à la guide si elle et les habitants de la favela de Rosina, s'ils étaient capables de reconnaître le chef ou les sous-chefs s'ils se baladaient dans la rue. Et donc elle m'a dit que oui, au sein de la favela, leur visage était connu et qu'en réalité, en cherchant un peu sur internet, on peut réussir à trouver des photos. Et surtout que généralement, quand ils se baladent, ils sont en fait entourés par une vingtaine de personnes surarmées pour leur protection. Donc c'est assez facile de savoir que la personne qui est là, c'est une personne importante dans l'organisation des Red Command. Bon voilà, on quitte la favela. Alors j'ai pas pu filmer toute la fin parce que c'était dans les quartiers où on n'avait pas le droit de filmer parce qu'on pouvait sans faire exprès filmer des gens qui vendaient de la drogue. Mais là le ressenti, alors déjà visiter une favela, alors je remettrai le nom, j'ai oublié, c'est franchement, c'est vraiment une super expérience. C'est un autre monde, on se rend compte que on vit pas dans tous le même monde. Maintenant, deuxième objectif de la journée, ce soir on va aller voir un match de foot au Maracana, ça va être génial. Et avant ça, là on va aller se trouver un petit endroit pour manger. Donc vraiment, si vous allez à Rio, aller visiter une favela, c'est une expérience vraiment unique et ça permet à plein de personnes au sein de la favela de vivre sans forcément avoir besoin de se tourner vers le trafic de drogue, car comme nous l'a dit notre guide, pour elle, la plupart des personnes impliquées dans le trafic de drogue dans Rosina ne sont pas forcément des gens mauvais, mais juste des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et qui n'avaient que cette option pour survivre. Et je vous propose maintenant d'écouter le point de vue d'Ambrine sur la visite de cette favela. J'ai beaucoup aimé la visite de la favela, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien franchement. C'était même, je trouve, un peu court. La guide, elle était hyper intéressante, elle nous a appris plein de choses. Et c'est vrai qu'avant d'y aller, on a peut-être un a priori en fait, sur ce qu'on va voir. Et finalement, j'ai trouvé que l'ambiance était bien sympa, malgré quelques hommes armés, des stands de drogue.
L'ambiance était vraiment chouette. Il y avait plein de chats aussi, c'était bien. Pour 2 personnes, on a payé 360 réals, donc c'est 30 € par personne, 60 € en tout. Et franchement, je trouve que ça les vaut largement, surtout qu'il y avait en plus la moto-taxi d'inclus, qui est une expérience en elle-même, franchement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la moto. Franchement, je recommande à tous ceux qui vont à Rio de faire au moins une visite de favela avec un guide, parce que ça nous montre une autre facette en fait de la ville, loin des grandes plages et des centres commerciaux aussi. Voilà. Bon, et maintenant, nous allons manger dans un restaurant, pas du tout, pas un buffet cette fois. On se fait un petit resto arabe qui a l'air d'être très bon. Alors par contre c'est juste qu'au Brésil ils mettent toujours des quantités, ils mettent des grosses quantités, c'est des gros mangeurs. Donc du coup nous on mange ça, Ambrine a déjà entamé le houmous. Bon moi j'avais déjà très bien entamé le houmous. Donc on mange et ensuite on a quelques heures à tuer, on va aller se balader un peu je pense le long de la mer. Et après surtout direction le Maracana pour aller voir un match de foot. Après avoir mangé, on est allé faire un tour dans les rues de Rio, qui même en pleine journée sont toujours aussi animées. Et quand le soleil a commencé à se coucher, on a pris la direction du stade de foot. Bon, on est arrivé au stade, il est juste derrière moi là. On attend, il y avait une famille française qu'on avait rencontrée, on avait fait une vidéo sur eux, là, Objectif Terre de Feu à 5. Et on va aller voir le match avec eux, donc là on les attend. En tout cas, niveau ambiance et sécurité, franchement, vous pouvez venir avec des enfants ou autres, il n'y a aucun problème. Il y a là je sais pas si on va le voir juste derrière moi, mais il y a des flics et des militaires, mais partout autour du stade. Vraiment c'est blindé de police et de militaires. Donc il y a du monde, en tout cas ça c'est sûr. Et vraiment, même si vous n'êtes pas fan de foot, allez voir un match car l'ambiance est incroyable et pour les connaisseurs, l'équipe de Rio a quand même dans ses rangs des joueurs assez connus qui ont joué dans des très gros clubs européens. Oh là là, et là-bas c'est blindé. Bon, ça vient juste de commencer, mais l'ambiance a l'air d'être quand même assez fou et on est à 10 mètres du terrain, quoi. Là, on est vraiment juste à côté du terrain. Oh là là, Ambrine! On est vraiment, je pense qu'à tout moment on peut se manger un ballon aussi. S'il y a quelqu'un qui tire un peu trop fort, le ballon on peut se le prendre. Et même si c'est pas une grosse équipe, le stade est quand même bien plein, donc c'est cool. On va terminer cette vidéo sur ces images, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner car la semaine prochaine, on quitte Rio pour une nouvelle destination.